Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu plus courte et un peu plus spontanée que d'habitude, un peu moins montée aussi. L'idée de cette vidéo m'est venue lors d'un café philo récent auquel j'ai participé, dans lequel on traitait le sujet du possible. Hein. Le sujet exact, c'était faut-il se contenter du possible? Et j'ai fait une intervention basée sur la philosophie de Bergson, et j'ai eu le sentiment que, en fait, les idées de Bergson avaient un peu de mal à passer, en fait. Mais c'est vrai enfin, on croit les comprendre, mais en fait, elles heurtent tellement le sens commun que, bah, en fait, on les comprend pas vraiment, et surtout, on ne les accepte pas vraiment. Donc, je me suis dit que ça vaudrait peut-être le coup de faire une vidéo sur ces idées-là, sur l'idée du possible chez Bergson. Alors, pour la petite histoire, je crois que c'est hier ou avant-hier, non, certainement vendredi ou jeudi, au chemin de la philosophie sur France Culture, il y a eu aussi enfin, je ne sais pas si c'est au chemin de la philosophie d'ailleurs, mais sur France Culture, il y a eu comment dire, une petite émission ou une petite chronique, on va dire, sur ce thème-là aussi. Voilà, alors, le possible est traité chez Bergson, enfin à plusieurs reprises, mais en particulier dans un livre alors, qui s'appelle Le possible et le réel, enfin qui est un essai, et qu'on trouve, donc il est disponible ou bien séparément, ou bien dans le cadre d'un recueil de plusieurs textes comme ça, qui sont des conférences ou bien des essais qui sont parus dans des revues, qui s'appelle La pensée et le mouvant. Et donc dans La pensée et le mouvant, il y a le possible et le réel. Donc qui était publié dans la revue suédoise Nordisk Tidskrift, impossible à... Là, je ne sais pas bien prononcer, en novembre 1930. Alors, dans cet essai, comme le dit Bergson dès le début, hein, il dit « Je voudrais revenir sur un sujet dont j'ai déjà parlé, la création continue d'imprévisibles nouveautés qui semblent se poursuivre dans l'univers. » Donc pour Bergson, et ça il le développe dans plusieurs ouvrages, par exemple L'évolution créatrice, le, il y a de la nouveauté qui se crée en permanence dans l'univers. Et c'est vrai qu'il s'appuie en particulier sur l'évolution, la théorie de l'évolution. Donc Bergson, ça fait partie de ces philosophes qui sont surtout inspirés par le vivant. Et donc le vivant, c'est quelque chose qui bouge en permanence, qui évolue en permanence. D'où donc cette création continue d'imprévisibles nouveautés. Chaque mot est important, continue. Donc ça veut dire que c'est pas par étapes. Hein. Pour Bergson, il y a une fluidité comme ça du vivant et de la création. Hein. Il assimile ça souvent à la musique. Donc la musique, on ne peut pas l'arrêter. Si on arrête la musique, on n'entend plus rien. Donc on ne peut pas arrêter la musique, mais on ne peut pas arrêter cette création continue et d'imprévisibles nouveautés. C'est-à-dire que les nouveautés sont fondamentalement imprévisibles. Alors voilà. Alors j'ai pas vraiment préparé cette vidéo, mais j'ai quand même fait une petite fiche pour savoir dans quel ordre j'allais parler. Voilà. Alors, c'est fondé sur toute cette création continue d'imprévisibles nouveautés, sur une notion, un concept chez Bergson qui est très important, qui est la notion du temps. Parfois, il parle de la durée, hein, mais c'est-à-dire que pour Bergson, ce qui caractérise le temps, c'est justement cette création continue de nouveautés, ou bien, par exemple, à un moment donné, il dit « à quoi sert le temps ?» Alors, je passe un peu plus, mais il a une expression qui est très intéressante. Il dit « le temps est ce qui empêche que tout soit donné tout d'un coup. » Ouais. C'est-à-dire que si le monde était entièrement prévisible, entièrement déterminé, hein, donc là on rejoint mes vidéos précédentes sur la contingence et aussi chez Nietzsche la notion d'apollinien et dionysiaque, hein, mais donc si le monde était entièrement déterminisme au sens simple du terme, c'est-à-dire si A alors B, vous voyez, la cause, l'effet,
aussi simplement que ça, donc s'il n'y avait pas de contingence, ben on pourrait dire que tout est donné d'un coup. C'est-à-dire que si vous connaissez l'état initial du monde, alors avec tout le degré de précision nécessaire, etc., ben vous pourriez entièrement prévoir le monde futur. Donc c'est comme si le monde futur existait déjà. Donc pour Bergson, ça c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc le temps, c'est ce qui fait que tout n'est pas donné d'un coup. Alors, à ce moment-là, il faut comprendre donc, ce qu'est le possible. Oui. Le possible, chez Bergson, alors c'est quelque chose, puisque le futur, c'est le présent plus de la nouveauté, en quelque sorte, hein, eh bien, le possible est une illusion. C'est-à-dire que c'est une illusion rétrospective. C'est-à-dire que si à un moment donné, si nous sommes dans le présent, l'état du monde dans le présent, eh bien, nous avons tendance à penser que si cet état du monde existe, c'est parce qu'il a été possible dans le passé. Oui. Donc c'est ce qu'il appelle, il dit, c'est, excusez-moi, je vais retrouver, donc, c'est-à-dire que c'est un mirage, hein, l'expression, c'est le mirage du présent, le possible est donc le mirage du présent dans le passé. Oui. C'est-à-dire que je suis là et je pense que dans le passé, il y a eu le mirage de mon présent actuel. Vous voyez, comme si quand on était dans le passé, on pouvait entrevoir le présent tel qu'on le vit aujourd'hui. Parce que, en général, on considère qu'on ne prend pas en compte la nouveauté qui est apparue entre le passé et aujourd'hui. Hein. Ou bien dit autrement, il a toujours des très belles images. Hein. Je vous invite vraiment à lire Bergson parce que c'est un... D'abord, il écrivait en français, donc on n'a pas le problème de la traduction. Parfois, avec la traduction, on se demande exactement ce que voulait dire l'auteur. Là, il écrit en français moderne. Hein, il a écrit entre la fin du 19e et le début du 20e. Et puis, il a toujours de... C'est très très bien écrit. C'est pas jargon, c'est pas du jargon philosophique, c'est toujours très bien écrit, avec des images très parlantes. Et donc, il dit, par exemple, le possible aurait été là de tout temps, fantôme qui attend son heure. Vous voyez ? Parfois, il y a des gens qui pensent que voilà, il y a une espèce de virtualité du futur dans le présent. C'est-à-dire que le futur serait déjà là à l'état virtuel. Mais ça n'est possible, c'est le cas de le dire, que s'il n'y a pas de nouveauté entre le présent et le futur. Mais s'il y a de la nouveauté, eh ben non, il n'est pas là. Hein, vous comprenez bien. Hein, ce qui est là, c'est un futur qui serait entièrement déterminé par le présent. Mais malheureusement, ou plutôt heureusement, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a de la nouveauté. À partir de là, donc Bergson nous dit qu'il y a deux définitions du possible. Il y a une première définition qui est ce qui est possible, c'est ce qui n'est pas impossible. Une définition banale, triviale, mais qui a son intérêt, puisqu'en fait pour Bergson, c'est la seule qui est valable. C'est-à-dire, bien sûr, le possible, c'est ce qui n'est pas impossible. Et l'impossible est plutôt défini, on va en revenir tout de suite là-dessus, mais tout de suite après, c'est la science qui nous dit ce qui est impossible. Hein, mais on va revenir là-dessus. Et l'autre sens, c'est le sens dont je parlais tout à l'heure, juste à l'instant, c'est que c'est possible parce que le possible, c'est quelque chose qui serait déjà là virtuellement. Hein, donc c'est une préexistence sous forme d'idée. Ce qui est tout autre chose que ce qui n'est pas impossible. C'est-à-dire que, encore une fois, on en revient à cette idée d'une sorte de virtualité du présent. Enfin, une virtualité plutôt du futur dans le présent. Or, cette définition-là, d'un possible qu'on pourrait penser aujourd'hui, je peux prévoir un futur possible dès aujourd'hui, cette capacité-là, personne n'y croit pas, parce qu'il y a de la nouveauté. Alors, il prend un exemple qui est assez classique, qui est assez connu, hein, mais qui est assez génial. Il prend l'exemple voilà, il raconte une anecdote, il dit « On vint un jour me demander... » Ah oui, alors, non, c'est pas ça. Au cours de la Grande Guerre, les journaux, etc., se détournaient parfois des terribles inquiétudes du présent pour penser à ce qui se passerait plus tard. Donc la Grande Guerre, hein, la guerre de 14-18. Une fois la paix rétablie.
L'avenir de la littérature en particulier les préoccupait. On vint un jour me demander comment je me le représentais. Je déclarai un peu confus que je ne me le représentais pas. Donc le futur de la littérature. Et donc on lui demande, n'apercevez-vous pas, tout au moins, me dit-on, certaines directions possibles? Admettons qu'on ne puisse prévoir le détail. Vous avez du moins, vous, philosophe, une idée de l'ensemble. Comment concevez-vous, par exemple, la grande œuvre dramatique de demain? Je me rappellerai toujours la surprise de mon interlocuteur quand je lui répondis « Si je savais ce que sera la grande œuvre dramatique de demain, je la ferais. » Ouais. Donc ça, c'est vraiment un truc, une idée importante, c'est que, en fait, c'est l'action qui crée le futur. Mais on va revenir là-dessus. Et donc, je vis bien qu'il concevait l'œuvre future comme enfermée dès lors dans je ne sais quelle armoire au possible. Là encore, il a une très belle image de Bergson. C'est-à-dire qu'il dit qu'on pense, souvent on pense comme s'il y avait une sorte d'armoire des possibles, dans laquelle on viendrait piocher le futur. Vous voyez, c'est-à-dire, voilà, il y a des œuvres qui existent, un peu comme ça, dans une sorte d'armoire, et puis l'écrivain ou le musicien, etc., il vient prendre une de ses œuvres et hop, il l'a fait. Alors que pour Bergson, non, c'est l'action qui crée le futur. C'est l'action qui crée la nouveauté. Alors, et bien sûr, si on en revient là à l'idée de ce qui est possible, c'est ce qui n'est pas impossible, la question se pose, c'est comment savoir ce qui n'est pas impossible. Alors, Bergson, comment dire, ce n'est pas un philosophe, comment dire, qui va croire que c'est une pure imagination qui est au pouvoir. C'est-à-dire que la nouveauté, elle ne sort pas non plus de nulle part. C'est ça qu'il faut quand même faire attention. Bergson, c'est un philosophe, c'est pas qu'elle ne sort pas de nulle part, mais je veux dire, elle n'est pas tout, encore une fois, il y a de l'impossible, malgré tout, pour Bergson. Et en particulier, cet impossible, il est déterminé par nos connaissances, par la science. Bergson, c'est un philosophe qui s'intéressait beaucoup à la science. Donc ce n'est pas un philosophe qui est contre la science. Quand il dit que le futur est imprévisible, il ne nie pas les capacités de la science à donner des grandes lignes, par exemple, etc. Alors, il dit « Nous avons un intérêt capital à nous familiariser avec la technique de notre action, c'est-à-dire à extraire des conditions où elle s'exerce tout ce qui peut nous fournir des recettes et des règles générales sur lesquelles s'appuiera notre conduite. Il n'y aura de nouveauté dans nos actes que grâce à ce que nous aurons trouvé de répétition dans les choses. » Donc, pour Bergson, il faut étudier la science, il faut étudier le monde réel, le comprendre, donc étudier ce qu'il y a de répétition. La science s'intéresse à ce qui est répétitif. La science, c'est ce qui nous permet de créer du répétitif, en quelque sorte. C'est-à-dire que, en s'appuyant sur les règles de la nature, quand on démarre notre voiture, on est bien content que tous les matins, elle démarre. Et quand elle ne démarre pas, c'est une panne. C'est de l'exceptionnel. Mais ce qu'on souhaite être ordinaire, c'est le fait que notre voiture démarre. Oui. Donc il faut s'appuyer sur les répétitions du réel, du monde physique, pour créer de la nouveauté. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il n'y aura de nouveauté dans nos actes que grâce à ce que nous aurons trouvé de répétition dans les choses. Il faut vraiment bien comprendre cette phrase qui montre bien que il faut étudier le monde pour pouvoir agir et créer de la nouveauté. Donc, deux idées importantes. Donc l'idée que, encore une fois, il faut s'appuyer sur la science, sur les répétitions du réel pour créer, mais en fait, c'est notre action qui crée la nouveauté. La nouveauté ne tombe pas du ciel. La nouveauté, c'est pas juste comme ça, une sorte de destin ou de destin qui créerait de la nouveauté, je sais pas, une sorte de Dieu, ou d'immanence comme ça, qui interviendrait dans le monde pour créer de la nouveauté. Pas du tout. C'est notre action qui crée la nouveauté. Et il va même plus loin à la fin de l'essai, enfin plus loin, c'est un peu la même chose. Il disait,
comme si, il dit, comme si la possibilité n'était pas créée par la liberté même. Donc vous voyez, cette conception de Bergson, c'est une conception fondée sur la liberté. Hein, c'est-à-dire que, encore une fois, le futur, il n'est pas là. Il n'est pas là ni à l'échelle, ni à l'état virtuel, ni à l'état d'armoire des possibles. Non, non, c'est notre liberté qui s'appuie encore une fois sur la science. Hein, c'est pas une liberté absolue, c'est une liberté qui s'inscrit dans le monde réel. Hein. Bergson n'est pas un idéaliste, hein, mais malgré tout, même en s'appuyant sur les répétitions du réel, notre liberté va créer du possible, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que notre action crée le possible. Hein. Donc voilà, donc j'ai fini cette vidéo. Donc vous voyez que il faut... C'est vraiment... il n'y a pas de virtuel, le futur n'existe pas à l'état virtuel dans le présent. Il y a bien sûr des directions, des tendances, hein, bien entendu, mais notre liberté fait que nous créons le futur, le réel du futur, hein, donc le possible, ce qu'on appellera après du possible. Hein, rétrospectivement, on va dire, ah bah oui, si c'est devenu réel, c'est que c'était possible. Mais en fait, c'est notre action qui l'a rendu possible. Donc la philosophie de Bergson, et cette philosophie donc de la nouveauté, c'est à la fois une philosophie de l'action et de la science. Et donc les deux ensemble, en fait, au final, c'est une philosophie de la liberté. Voilà. Donc j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, c'est un format un peu moins écrit. Hein, vous avez vu, j'avais juste pris quelques notes. Je suis resté très près du texte, hein, en m'appuyant vraiment sur des citations du texte, en les interprétant le moins possible, pour essayer vraiment de comprendre ce que pense Bergson. Donc j'espère que cette nouvelle approche vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ben voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.